La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qu'on ne fera pas taire. Non, on ne nous fera pas taire. Non, jamais. Comment tu me récemment, celui-là? Je sais pas où ça reste dans l'oreille, quoi. Pas taire. Non, il y a des trucs à la musique. C'est un peu répétitif, quand même. On va aussi entendre 334 fois. Et vous ne voyez pas qu'on change? Le générique. C'est l'identité. C'est vrai. L'identité de quoi? On a 4 personnes qui nous écoutent. En live, oui. Coucou les gens, bienvenue au One A Club. Encore un épisode exceptionnel où nous allons chroniquer 9 bandes dessinées. Oui, 9. Car si nous avons plus, on vous les laisse quand même. On est comme ça. Il y en a un petit peu plus, on va le laisser quand même, madame. Voilà. Sur ce podcast, je suis Manaïfier, je suis accompagné de 2 chroniqueurs exceptionnels. On ne la présente plus. Elle fait sa timide, mais maintenant elle est rodée. Nous allons entendre plus qu'elle sur place. Evelyne. Salut Evelyne. Bonjour. Et voilà. Nous avons aussi Thio. Identique à Bonjour, lui-même, c'est toujours moi. présent, il a donf. Ouais. Et nous n'avons pas d'Isaac. Non, il n'est pas là. Voilà, il n'est pas là, mais on a dû lui mettre un micro parce qu'il est vraiment chiant. Nous avons aussi du Ouais, monde. on l'a plugué par derrière directement. C'est ça, oui. Nous avons aussi du monde dans la chatroom parce que nous sommes en direct sur Twitch. Et Randall nous traite de bande d'indisciplinés. Il n'a pas tort. Franchement, Ben, ça allait. Je trouve qu'on était pas mal. Et puis d'un coup, il s'est passé un truc. Ouais, non, il s'est passé un truc. C'est une émission donc, où on va parler de beaucoup de choses, car nous allons traiter pas moins que 9 BD, car nous en avons tellement dans nos stocks qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Ça ne veut pas dire qu'on garde que les meilleurs, qu'on jette des mauvaises BD. Non, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a tellement de bonnes choses qu'il faut choisir. Et entre 2 bonnes BD, on se dit, celle-là, elle va peut-être plus intéresser les autres, on a peut-être plus de choses à en dire, ce qui n'empêche qu'il peut y avoir des chefs-d'œuvre parmi ce que nous proposons. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'Hiver nucléaire, de Flavor Girls, de Vous n'aurez pas les enfants, de La Marche Brume, le tome numéro 2, des intégrales numéro 1 à 5 de Sunken Rock, de Boule à Zéro, le tome 11, de Gungo Tanaka, de Clémentine numéro 3 et des Illuminés. Nous finirons où je vous raconterai un petit peu ma vie avec ma Switch 2. Parce que... Est-ce que ça vaut le coup, cette console, vraiment Est-ce que ça vaut le coup, ta vie? Ouais, aussi. Mais ce qui vaut vraiment le coup... Merci pour cette transition. Ah oui. Ce sont les tipeurs qui nous soutiennent sur tipeee.com/la voix des bulles. Je remercie donc Sarah Lond, Monkey, Matt Descaches, Chevon, Warloff et Cobal. Certains d'entre eux sont aussi sur notre Discord, un endroit où l'on discute de bandes dessinées, où on commente des délires de vieux auteurs de BD qui se la pètent un petit peu. Ouais, c'est dur de vieillir. Où on apprécie aussi s'échanger des petits clins d'œil où on dit ça vous allez l'acheter, j'en suis sûr. Ça aussi on y a droit. Il y a des choses, c'est trop facile de deviner. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Hein. Oui, c'est quand sur votre liste. Voilà. Merci Cobal, précise Azortov, effectivement. Même si je crois qu'il n'est point dans la chatroom ce soir et nous en sommes fort désolés, c'est triste. Tu nous manques Cobal. Bien sûr. Cobal, si tu nous entends. Bien sûr, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aussi parler de nous. Le podcast, un monde difficile, un monde impitoyable. J'attends la chanson de Dallas de la part de Tizak qui est là derrière. Podcast, Voilà. ton univers impitoyable. Et le but, c'est de se faire connaître. Pourquoi ? Parce que ça nous permet T'as dit de podcast ou de podcast survivre. Podcast. Ça C'est pourrait aussi faire, un univers ça impitoyable. pourrait faire un bon jingle pour leur podcast. Exactement. Ouais, On vous le met sans copyright, les gars. Voilà. Allez, c'est cadeau, ça fait nous fait plaisir. C'est pour toi, Azertov. Azertov, tu nous entends? Oui, il nous entend. Et on va pouvoir commencer de suite nos chroniques. Je peux même venir pour chanter, je veux. Ah Je fais les bar mitzvahs. Hiver nucléaire de Cab, sorti chez Grand Angle, collection aux confins pour 24 €. C'était sorti avant chez un éditeur québécois. Ouais, c'est ça. Ah, ça y est, Evelyne est parmi nous. Elle est là. Ouais, elle rigole. Ah ouais, mais là, moi j'ai l'image, je veux dire, je vois trop Tizak. Les Santiago, le costume, le Stetson. Podcast, ton hiver impitoyable. Ah et putain, ça Au prochain podcast. Et je s'il reprends est là, tout il le est monde obligé. sur la prononciation pas à l'américaine. Ah ouais. Alors dans Walking Dead, Moi je ferais sous Hélène. tu vas picoler sa mère, toi. Je vais faire sous Hélène pour podcast tout le week-end.
Voilà, vraiment. Et hiver nucléaire, c'est quoi? Alors, on est en 2030, monsieur. On est à Montréal. Suite à une catastrophe qui est survenue dans une centrale nucléaire, la ville est en plein hiver, de manière permanente, depuis plus de 10 ans. Flavie, une jeune femme qui a abandonné ses études de météorologie à l'université, sillonne désormais la ville en tant que livreuse avec sa motoneige, son skidoo. Skidoo. En bravant donc justement les tempêtes et les mauvaises rencontres, bien évidemment. Voilà. Alors, comment on peut faire du post-apo différemment du post-apo? Tu mets pas de zombies. Ici, tu mets pas de zombies baveux, tu mets pas de groupes qui font des trucs chelous. Non, on va continuer la vie d'avant, mais avec un putain d'hiver où il va falloir se couvrir, parce que ça caille dehors. Enfin, ils étaient quand même un peu habitués au Canada, non? Non, là, je pensais que tu allais chanter un truc, tu vois. Je pensais que tu avais la rêve, t'as pas la rêve. Tu me déçois. Alors, on va raconter justement une romance entre Flavie et Marco, qu'a priori tout oppose, donc forcément, ils vont se mettre ensemble. On va aussi mener une enquête avec des contrebandiers. Là, je t'ai vexé, hein. Putain, mais en fait, j'ai pas écouté complètement ta phrase. Et On va mener une j'ai pas enquête. été assez Et oui, attentif. c'est le problème des gens qui Je suis écoutent pas. déçu. On va mener une enquête avec des contrebandiers qui piquent du sirop pour la toux, parce que ça, c'est une enquête importante quand tu as un hiver qui dure. J'ai du mal à savoir si, parce qu'on t'écoutait pas trop, t'es en train de digresser, d'inventer n'importe quoi, ou si c'est vraiment le sujet de la BD. Ah non, mais il y a vraiment une enquête sur des mecs qui ont piqué du sirop pour la toux. Ben oui. D'accord, ok. On va aussi C'est quoi avoir... le pitch? T'imagines les mecs quand ils ont écrit le scénar? Et on va piquer du VIX. On va aussi avoir un petit côté fantastique parce que les... Putain, mais en fait, pourquoi tu lui as filé un micro, quoi, mais... On a fait la même sans micro. On va avoir un côté fantastique avec justement des... Il y a les martiens qui débarquent et qui veulent du VIX aussi. Tu veux que je leur coupe leur micro? Non, mais de toute façon, ils font tellement de bruit que même sans micro, je les entendrai. Qui ont des gens qui ont des mutations et qui font pas trop de mal, les mutations. C'est assez cool, c'est pas Hulk, tu vois. Mais pas loin quand même. Et vous saupoudrez tout ça... On a perdu. Et vous saupoudrez tout ça avec des expressions bien québécoises et vous avez un très chouette récit qui est entre humour et critique sociale dans un univers post-apo. L'humour, on l'avait bien, la critique sociale un poil moins. Le dessin numérique. Alors en fait, pourquoi? Parce que la critique sociale, c'est parce qu'elle est livreuse et en fait, les gens, ils sont toujours dans le monde d'avant. C'est-à-dire, si par exemple, du coup, t'as pas livré tes donuts dans les 20 minutes, sachant que dehors, en fait, il y a 12 mètres de neige, il y a des secteurs qui sont même abandonnés parce qu'il y a trop de neige, il ne neige même plus. Du coup, tu payes pas. Donc voilà, c'est aussi toujours l'ancien système. Oui, d'accord, oui. C'est comme les livraisons de pizza. on va être livré à 20 minutes. Il y a des gens qui ont compris qu'il y avait quand même un truc qui se passait. Il y en a qui continuent à avoir la même vie qu'avant, à faire des fêtes tous les soirs, tu vois. Donc j'en étais au dessin, un dessin numérique avec des aplats de couleurs. Ça fonctionne bien. Les Très personnages, cartoony. Hein. les personnages sont très cartoony, mais c'est plaisant. Je trouve que c'est une belle découverte et qui apporte, sans mauvais jeu de mots, bien sûr, un joli vent de fraîcheur sur le post-apo. Tu vas quand même chercher à faire un jeu de mots. Bien sûr. Un petit vent de fraîcheur sur le popo, ça fait du bien. Putain, titre. Un vent de fraîcheur sur le popo. D'accord. Alors, justement, quand tu seras au ski, tu nous parleras de ton vent de fraîcheur sur le popo. Hein, voilà. Il est habitué, lui, avec son machin, là. C'est marrant parce que à voir la couve, je Aux m'attendais. toilettes. Comment il s'appelle? Ah oui, c'est le Bocu. le beau cul. Le beau cul. Mais c'est pas du vent, monsieur. Je m'attendais à quelque chose vu la couve, de vachement plus minimaliste dans le dessin, justement. Eh ben parce non. que la couve a ce côté-là qui marche très bien, elle fait envie, etc. Mais c'est vrai que dedans, c'est plutôt coloré, c'est plutôt chaleureux. En tout cas, ça a l'air très sympa. Ouais. Non, alors il y a 3 histoires en tout dans le bouquin et franchement les 3 se tiennent. Oui, c'est un intégral, hein, une Voilà. intégrale à la base. Mais c'est assez sympa. Je trouve que c'est une belle histoire en tout cas, une belle découverte. Je serais clairement pas. Et là, si je l'avais vu en boutique la Oui. couve, je serais jamais allé dessus, je pense clairement. Ouais. Mais voilà, c'était quand même une bonne chose. Donc, Hiver nucléaire de Cab aux éditions Grand Angle aux confins pour 24 Non, tu l'auras pas. euros. Non, tu dois. Arrête.
tu vas pas regarder les... Flavor chroniquer. Girls. Tu donnes ton avis, tu participes. Une bande Allez. dessinée, scénarisée, dessinée et colorisée par Loïc Locatelli. Parce que moi, je prononce bien Locatelli. Chez Darko Combo pour 17,95 €. Alors, bon, il s'appelle Loïc Locatelli, mais il vit au Japon. Tu vois, des fois... Locatelli. ouais, Locatelli. Personne n'est parfait. Hein. Ouais, c'est ça. Flavor Girls, ça va nous suivre une histoire qui... Alors, c'est Je le un reprends pas auteur... sur la prononciation. Pas Ok. du tout. C'est un auteur français qui vit au Japon et qui produit pour les US. Oui, cette BD a été publiée aux C'est US beau la d'abord. mondialisation. Voilà. Il travaille pour la World Company, non? Ouais, c'est ça. Donc cette BD a été publiée en anglais dans un premier temps et va nous raconter l'histoire de un monde où il y a eu une menace extraterrestre qui est arrivée, qui sont les Égartiens, qui commençaient à fracasser un peu tout. On ne sait pas pourquoi ils sont là. Ils sont au-dessus des villes. Il se passe des choses bizarres. Et des jeunes filles sont les Flavor Girls, les gardiennes du fruit sacré. Il y en Elles a- ont... Il y en a une qui a le goût d'ananas ou... C'est le pouvoir de l'ananas, le pouvoir de la mangue, le C'est pouvoir... ça ce que oui, non, mais c'est totalement. Et donc, on a une jeune fille qui se retrouve à être recrutée chez Flavor Girls, cette dernière recrue, pour aider à lutter contre les Agarthiens, qui ont bien sûr un plan machiavélique. They have a plan. Je peux te Oui, couper, oui, excuse-moi. oui. Donc ça veut dire qu'il y en a une qui a le pouvoir de l'ananas, l'autre elle a le pouvoir de la tomate, Il y a la grenade aussi. d'accord, et il y en a une c'est le pouvoir de la lune. Non, c'est pas la lune, mais c'est que des fruits. Je me souviens plus des fruits en question. Ok. Mais et oui, clairement, Loïc Locatelli s'amuse à partir sur un truc de les héroïnes à la Sailor Moon. Ah, ce que je à veux te dire, c'est Sailor Moon, quoi. À la Sailor Moon, ce genre-là. Vraiment, c'est une influence que tu ne peux qu'assumer, hein, qui est pas mal, mais avec un côté des ennemis qui ont l'air plus durs, plus sombres, avec quelque chose qui a l'air plus mature dans le traitement derrière, et qui est en total décalage avec ce thème de c'est les héroïnes des fruits, quoi. Enfin, il y a une sorte de décalage qui est assez étonnant, qui est surprenant, ce qui fait que ça en fait une BD qui a une certaine légèreté, tout en étant toujours traité sérieusement. C'est-à-dire que c'est les pouvoirs des fruits, mais à aucun moment ils s'en moquent. C'est toujours traité très sérieusement. Mais avec de l'action, La mangue, des c'est sérieux, scènes- monsieur. des scènes d'horreur terribles et pas mal de dessins qui en jettent pas mal, vraiment publiés au format comics, hein, à la base. Et on voit toutes ces influences asiatiques dedans. Oui, là. Et ben tu passes un bon moment. C'est à suivre, l'histoire n'est pas finie. J'espère que. Alors, c'est un auteur moi, que je suis depuis longtemps pour ses pré-publications sur Internet. Au départ, il avait pré-publié ça sur ses comptes de réseaux sociaux. Et je trouvais ça super fun parce qu'il y avait ce côté léger, ce côté je ne me prends pas au sérieux, mais quand même, je reste bien foutu dans le genre. Ça convient totalement à des ados, même si parfois il y a peut-être des sujets qui sont limites, des petites sous-entendus. On peut pas parler de l'ananas facilement quand même. Voilà. La grenade, puis voilà. la grenade elle peut exploser aussi. Donc, Ouais, c'est ça. Il y a des sujets autour du suicide, des problèmes la de mangue, c'est famille, très politique etc. aujourd'hui, hein. C'est pas au Venezuela la mangue? Voilà, Flavor Girls, donc de Loïc Locatelli. Et c'est sorti chez Dargo Combo pour 17,95 €. Et la collection Combo qui va chercher des influences qui viennent de partout. Pour le coup, ils ont trouvé le bon auteur. Ah oui, là. Voilà, moi j'ai passé un bon moment. Ça se lit tout seul. Restons dans les choses joyeuses avec Vous n'aurez pas les enfants de Arnaud Le Goueflec au scénario voilà, et encore en dessin et breton, couleurs de quoi. Olivier Balèze, on est toujours, chez Glénat Millefeuille pour 25 €. Je trouve qu'il y a une mafia bretonne quand même. On est infiltré. Je pense que, je sais pas, il y a un truc sur le fait qu'ils sont tu sais, au bout de la France, là, ils ont du temps pour dessiner ces gars-là. Il y a un truc. Enfin bon, Des contemplatifs. sans doute, sans doute. On est en août 42, on est dans la région lyonnaise, dans une frange déchirée entre le gouvernement de Vichy qui s'apprête à faire la rafle du Veldiv en livrant donc à l'occupant nazi donc justement donc des juifs étrangers de la zone libre. Parmi eux vont figurer des centaines d'enfants et on va donc suivre l'abbé Glasberg qui apprend ce qui se trame. Lui, il est fondateur de l'Amitié chrétienne et il va en fait méthodiquement éplucher en fait les lois édictées justement par le gouvernement de Vichy ainsi que par l'occupant pour trouver des failles. Et ces espoirs vont reposer justement sur la liste d'exemptions pour éviter justement ces envois de personnes par train vers un voyage
qui ne sera pas que de l'agrément, clairement. Et justement, en tant que fondation chrétienne, sous couvert justement d'aider les gens qui affluent et qui sont internés donc, dans des camps, il va pouvoir justement livrer ce combat administratif pour les libérer grâce à une chaîne, on va dire, de solidarité d'une grande ampleur, et essayer d'exfiltrer un très grand nombre de gens, donc justement du camp de Vénissieux, en fournissant des faux documents. Mais sauf que comme les convois vont bientôt partir, il se résout à utiliser son ultime alinéa dans les lois qui stipule que si les parents abandonnent leurs enfants, les enfants ne peuvent pas être déportés. Donc, Ça sonne le truc joyeux, ça. le stratagème est assez déchirant parce qu'en fait, il va demander à des parents juifs de signer des papiers comme quoi ils abandonnent leurs enfants pour que leurs enfants en fait, ne puissent pas être déportés avec eux. Voilà. C'est joyeux. C'est un sujet que j'avais vu aussi sur l'histoire autour de l'histoire de Spirou, justement. Il y a un truc... Alors, là-dessus. le trait de ce vous n'aurez pas les enfants est assez sombre, l'ambiance est pesante. On n'a pas un dessin qui a un grand détail. Moi, j'ai trouvé en fait qu'on était un petit peu... J'ai eu l'impression, là c'est vraiment mon impression pour moi, de lire un livre un peu d'histoire. C'est assez clinique. J'ai trouvé qu'il y avait peu d'émotion dans le texte, ou dans les dialogues, ou dans le dessin. Et on va en fait laisser en fait la place au lecteur de vivre son émotion face à un récit qui serait presque un peu en fait administratif. On est là en fait, on subit les événements, et pour bien faire comprendre l'idée que il y a le côté inexorable du truc qui avance et les fourmis qui essayent, on va dire, de sauver la boîte, quoi. C'est chaud, quoi. C'est une belle histoire qui est quand même très touchante. À la fin, vous avez un joli document, on va dire, qui retrace donc justement les événements réels avec des photos réelles de la personne qui a justement recouvert en fait toute cette histoire, qui est du coup c'est l'autrice du livre Valérie Porteret, qui a donc justement permis de retracer en fait l'histoire de ces gens et qui a retracé l'histoire et qui l'a écrit dans un livre. C'est une belle histoire qui est quand même, je trouve, très touchante et qui nous permettrait donc, s'il le fallait encore, justement, de montrer toutes les horreurs d'un gouvernement fasciste et raciste. Bien évidemment, je ne parle d'aucun gouvernement actuel parce que c'est une époque qui est bien belle et bien finie. C'est une certitude. Donc vraiment, voilà, vous n'aurez pas les enfants. C'est pas un livre gai, c'est pas un livre, on va dire, sur lequel on va passer un grand moment de sa vie, mais c'est un témoignage autre. Qui n'était pas, je pense, très connu. En tout cas, moi, je n'en avais jamais entendu parler de ces enfants de... C'est un des miracles qui a été fait par des hommes et des femmes qui ont voulu s'élever contre l'Allemagne nazie à ce moment-là, quoi. Juste le témoignage, je trouve, est très intéressant. J'ai vu un reportage sur l'histoire du premier rédacteur en chef du journal Spirou il y a quelque temps, qu'on pouvait retrouver sur France 3 Région, je crois, qui parlait d'un truc un peu similaire, c'est-à-dire qu'il avait participé à l'organisation de sauvetage d'enfants de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il les abandonnait, les parents les abandonnaient, ils les mettaient dans des familles. Et ça a inspiré aussi ce qu'on voit dans la BD d'Émile Bravo. C'est des sujets qui sont traités. Tu parlais du côté très clinique, c'est-à-dire que vraiment, ça va pas dans le pathos, quoi. C'est quelque chose qui est... J'ai l'impression qu'au niveau du dessin, il y a quelques-uns, il y a des moments où tu te dis... C'est pour ça que je te dis que c'est pour moi. Ouais. Moi, c'est l'impression que j'ai ressentie. C'est vraiment que j'étais face à un documentaire qui faisait la liste des faits. On était dans le factuel, il n'y avait pas de... Voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on fait, voilà comment la cause, la conséquence, et il n'y avait vraiment pas de développement de l'émotion, et on te laisse vraiment, en fait, toi, ressentir le truc. Ou alors c'est quelques séquences, que là, juste peut-être, il y a quelques séquences où il y a le noir et rouge, là, oui, qui a l'air assez... Non, mais... démarrage, oui, sur le début. Mais moi, je dis, voilà, c'est vraiment, je trouve, j'ai l'impression qu'on te laisse c'est ton émotion à toi qui se développe au fur et à mesure, quoi. Et je trouve que c'est là où c'est pour moi une réussite, c'est que on te dit pas, voilà, qu'est-ce que tu dois en penser, mais c'est ton ressenti qui se met dans l'interprétation du livre. Ok. Est-ce que c'est pas le dessin qui est censé apporter un petit peu d'émotion dans tout ça, avec un discours qui est factuel Et même le dessin, moi, comme je trouve il est très simple, il n'y a pas beaucoup de détails. Ouais.
C'est sombre, c'est pesant, ce que j'ai dit au début, mais je trouve que c'est ça qui fait que justement tu es sur... c'est un peu une ébauche en fait. Tu vois tout, tu vois sans tout voir. Et je trouve que voilà, c'est ça. Pour moi, c'est une réussite là-dessus. Evelyne, est-ce que je te vole ta question ou est-ce que tu la poses? À qui ça s'adresse? Je te la vole? Non, mais tu peux y aller. C'est quel public, justement? Parce que tu parles d'un témoignage, tu parles d'enfants. Je pense que Moi, je dirais déjà 3e. Bah, déjà, il faut avoir un petit peu des Fin de connaissances. collège. Fin de collège. Mais après, dans l'histoire en elle-même, il faut aussi comprendre. C'est au programme de 3e. Voilà. L'histoire, les lois et les différents partis qui sont à l'œuvre à ce moment-là. Quoi. Ouais. Oui, il faut un peu de référence à la base pour comprendre le bouquin. Oui, puis il faut comprendre dans quel contexte ça vient s'insérer, quoi. Ok, vous n'aurez pas les enfants de Arnaud Le Gouefflec et Olivier Balèze chez Glénat Millefeuille pour 25 €. Un livre de qualité, 25 €. La Marche Brume, le tome 2, scénarisé, dessiné, colorisé par Stéphane Fert chez Dargaud pour 22,95 €. Ah, Stéphane Fert, je connais. Stéphane Fert. On l'a lu, ça. Bien sûr. Vous savez, Stéphane Fert, c'est un peu mon autre Édouard Court. Oui, C'est un auteur que j'admire, dont je trouve le dessin fantastique, et qui a commencé le tome 1, oui, on l'a vu il y a un moment. Et donc, qui nous raconte une histoire dans un monde où, en gros, il y a une sorte de brume qui envahit, avec des démons qui est en train d'envahir le monde. Et une jeune fille a été abandonnée, qui s'appelle Tempérance, à la brume. Et c'est une... je pensais aussi. Qui est une jeune fille ogre, un peu monstrueuse, et qui est recueillie par des brouches. Des brouches, c'est un groupe de sorcières qui vivent dans leur coin, etc., et qui essayent de lutter chacune à leur façon, en se disputant non-stop. Enfin, c'est assez rigolo, ce groupe où elles sont pas d'accord, mais elles œuvrent ensemble, etc. Puis à élever cette gamine qui n'est pas forcément bien vue, on ne sait pas quelles sont ses origines exactes, etc. Suite au premier tome... tous les groupes sont un peu séparés, et donc on va avoir Tempérance qui s'éveille seule, désorientée, suite à un cauchemar au fond de la forêt. Elle a grandi, elle est devenue forte, elle est devenue vraiment balèze d'un coup. Elle a un étrange compagnon qui la suit et qui la guide un peu là-dessus. Et son but à elle, c'est d'aller latter la gueule du chaos, parce qu'il ne faut pas déconner, quoi. Et en parallèle, on va suivre les Brouches et un autre groupe qui essaye de retrouver Tempérance. Ce qui est vraiment étonnant, c'est l'ouverture du tome, parce que l'ouverture du tome commence par quelque chose de contemporain. Et c'est là que tu racontes qu'en fait, tu es dans du post-apo. Et c'est quelque chose qui, dans le tome 1, n'apparaît quasiment pas, tu t'en rends pas compte. Et là, très bien, vite, on t'explique que non, mais en fait, la situation du monde, cette brume toxique qui détruit tout, en fait, c'est le résultat de l'influence humaine sur la nature. On se retrouve sur un bouquin qui est très écolo dans ses thématiques, un côté aussi très féministe, parce qu'on suit quasiment que des personnages féminins, des personnages forts, des personnages en lutte, et qui, graphiquement, en plus, déchire, parce que ça n'empêche pas d'avoir de l'humour, vraiment qui vient un peu casser les ambiances parfois très très dures, ce qui fait que ça en fait un bouquin très grand public, ça peut vraiment plaire aux gamins, tout en plaisant, tu vois, tu tombes sur des scènes qui déchirent, tout en plaisant aux plus grands. Faut un peu creuser pour avoir le détail de ce que ça raconte. Donc les gamins, il y a plein de choses qui passeront pas. Il y a des coupures au niveau des chapitres avec des sortes de textes de littérature imaginaire qui ont été inventés, j'ai l'impression, de poésie un peu imaginaire. Et on va suivre comment évoluent ces personnages, comment ils grandissent, comment ils sont en défi, et quelle est l'origine de ce mal et comment est-ce qu'ils peuvent l'affronter en définitive. C'est de l'action, c'est du fantastique, un petit côté dark fantasy, mais avec de l'humour. Et c'est ce qui fait que ça marche super bien. Et puis le dessin de Stéphane Fert, son travail de couleur, de design des personnages. Moi, je suis c'est la admiratif. couleur que je note depuis tout à l'heure. Ouais, non, mais il est dans cette sorte de violet, d'ocre. Enfin, c'est vraiment superbement mis en scène. Moi, j'ai passé un excellent bouquin, une très bonne suite du tome 1. Et j'attends vraiment le tome 2 le tome 3 avec une certaine impatience. Parce que ça en jette, quoi. Voilà. C'est prévu en combien de tomes, cette affaire ? Je sais pas du tout. Oui, c'est joli, tu vas repartir avec pour le lire. Je peux repartir avec aussi. Ouais. Oui, tu peux repartir avec. Ouais. On se fera des échanges au ski. Non, mais vas-y, je te le laisse. Non, mais vas-y, tu le liras au ski. Mais non, tu l'as. Mais j'en ai plein d'autres à lire. Non, mais vas-y. J'en ai acheté 7. Non, j'insiste. Non, mais vas-y, j'en ai acheté 7. Donc, non, toi, t'es pas là. oui, tu veux le voler aussi. Mais t'as pas lu le tome. Bon, on se met tout sur la liste, quoi.
Comme à la Sécu. La Marche Brume, tome 2 de Stéphane Fert chez Dargaud pour 22,95 €. Peut-être un peu moins féministe. Sunken Rock, l'intégrale, tome 1 à 5. Mais avec de l'action. De quoi ça nous parle? De Kisano Ken, un jeune japonais qui débarque à Séoul avec un seul but, devenir agent de police pour se taper Yumin, la fille qui aime. C'est presque, je sais pas, La fille qu'il aime. Ouais, qu'il aime. Ouais. Je parle même presque comme Ken, en fait, c'est cool. C'est le début pour lui d'une succession de galères, parce que forcément, quand il arrive, il va aller au comptoir d'un petit restaurant ambulant et des mafieux vont venir s'en prendre au patron. Et là, le sang de Ken, qui a eu beaucoup de self-control, ne va pas faire un seul tour et il va les dézinguer à coups de poing. Oui. Mais ce que Ken ignore, c'est que Taitsu, le boss d'un gang de quartier, a apprécié sa réaction et a vu en lui quelque chose. Il a vu ses qualités de combattant. Alors, il va l'enrôler dans sa bande et on va se retrouver donc avec beaucoup de bastons, beaucoup de jolies meufs, des costards de marque. Ah, ça, c'est important. Ça. Pas tout de suite une belle voiture, parce qu'au départ, on a une vraie voiture de merde. Et c'est le début d'une nouvelle vie qui est mouvementée et surtout pleine d'humour. Ce Sunken Rock, alors effectivement, si je vous décris Sunken Rock en vous disant c'est des gars hyper musclés, ultra badass, avec des filles qui ont toujours le cul nu et le camelto en apparence, ce serait un peu ça. Mais J'ai ce cru que t'allais serait... dire réducteur, Ça mais fait non. très masculiniste, Mais, t'es décrit comme mais ça. ce serait très réducteur, Et exactement. dans réducteur, il y a Ray. Il y a adducteur. Dans Sunken Rock, alors là, peut-être certains vont dire que je fais une sorte de démagogie de ouf. Tu vois, que là, alors, on va apprendre plein de choses sur la Corée. On va apprendre son histoire. On va apprendre la culture coréenne. On va apprendre la cuisine coréenne. Énormément. important. On va apprendre à se péter la gueule. Moi, je trouve que voilà, j'ai vraiment découvert plein de choses. Boichi aborde des thèmes qui sont quand même, je trouve, très intéressants parce que il va y avoir les stratégies financières en Corée, comment ça fonctionne la Corée, comment l'immobilier fonctionne en Corée, comment l'État est vu en Corée. Il y a beaucoup de choses sociales en fait qui sont abordées à ce niveau-là. Bien évidemment, on va aussi avoir les mafias coréennes, les mafias japonaises. On a plein de choses qui sont et on va avoir aussi plein de rebondissements dans ces différents tomes où on va découvrir que les personnages, bien évidemment, ont un passé et que ce passé va les rattraper, qu'on va découvrir des choses sur eux et que on va avancer. Pour l'instant, moi, j'en suis au tome 5 de l'intégrale. Moi, j'avais découvert ça grâce à l'archiviste. Et vraiment, si pour les mecs, vous verrez plein de meufs. Des scènes qui sont tordantes de rire, d'autres qui sont glauques au possible. Pour les meufs, vous allez voir des mecs ultra musclés, ultra badass, qui déchirent tout. Donc, franchement, c'est la BD à avoir. Moi, je trouve qu'il y a un côté... Et pour terminer, Oui. il y a aussi un truc qui est super bien dans tous les bouquins, et c'était le cas déjà dans le manga, c'est que Boichi, en fait, explique comment il travaille. Et donc, du coup, il y a des plans où il explique comment est-ce qu'il a fait ce dessin-là. Comment est-ce qu'il a eu cette espèce de contre-plongée en haut de la tour. En fait, il est monté en haut de la tour et il y avait un de ses potes qui lui tenait les chevilles pendant qu'il était au-dessus du vide pour prendre la photo. Il y a eu un guide qui regroupe un peu toutes ces histoires sur sa façon de travailler et comment dessiner. Comment est-ce que dans un des restaurants, une des meufs se retrouve aspergée par la mayonnaise et le ketchup. Bien évidemment, je n'irai pas plus loin dans ce truc, mais Boichi a fait cette expérience parce qu'il a demandé à ses potes de l'asperger de mayonnaise et de ketchup et de se prendre en photo pour pouvoir le dessiner plus facilement. En fait, je trouve qu'il y a un peu de l'acteur studio dans Boichi, c'est-à-dire qu'il met son corps au service de son œuvre, et c'est magnifique, Sunken Rock. Et puis Ken, c'est le boss, donc lisez Sunken Rock. Oui, moi j'ai l'impression qu'il y a un côté masculiniste qui est sans doute là pour attirer le public et qui a un fond derrière et qu'il faut réussir à cacher ce côté ce côté très mascu pour voir vraiment ce que veut me dire le bouquin. Et j'ai du mal à savoir si c'est assumé ou pas. C'est assumé, il y a beaucoup de second degré, c'est très humoristique. Après, Ce que tu as pris au second degré, est-ce que c'est pas du premier degré? Peut-être, mais après il y a aussi des moments en fait où il va libérer en fait une maison de passe, tout simplement. Mais en fait, il va la laisser la gestion en fait aux filles En autogestion, en autogestion. C'est-à-dire qu'en fait, il a libéré des mains de la pègre
Et il a dit, vous vous débrouillez, maintenant moi je m'en occupe plus. C'est ce qu'on appelle le libéralisme. Voilà, c'est ça. Il fait du libéralisme Oh. à l'américaine. Voilà, bon, mais en tout cas, moi je trouve que c'est une très bonne série. Combien de tomes sont prévus Ah non, mais alors c'est Je crois fini. qu'il y en a- C'est une série finie. Hein, Oui, donc, mais combien de tomes de l'intégrale va y avoir il y en a plus de 14 ou 15, je crois. D'accord. Donc oui, j'en suis au tome 5, je me fais ma petite collection, ça me fait rire, ça m'amuse. Mais effectivement, c'est pour un public averti, donc clairement pas au collège. Clairement pas vous la rangez en bas des étagères. C'est plutôt en haut pour l'instant pour mes enfants. Mon plus grand est en 4e et clairement, c'est toujours pas pour lui. Bon, ben, Voilà. Senken Rock de Boichi chez Doki Doki pour 19,90 € le tome de l'édition Deluxe. On va rester sur les boules, mais un autre genre. Waouh, la transition! Boule à zéro, tome 11, le grand bain. Ah, classe! Bravo. La classe américaine. Celle-là, là. elle La était- celle-là- classe internationale! Celle-là, elle était préparée, je n'ai pas pu m'empêcher de la faire. Dans Boule à zéro, nous suivons depuis 10 tomes l'histoire d'une jeune fille, Zita, qui a un cancer, une leucémie, depuis ses 5 ans. Et qui donc, pendant les 10 premiers tomes, on suivait sa vie à l'hôpital, comment elle galérait, comment est-ce que c'est dur de grandir dans ces conditions, comment c'est dur de se faire des amis, et ainsi de suite. Dans ce tome, à la fin du tome 10, je vais spoiler, hein, mais elle est guérie. Putain, Et là, tu ce dis, soir, c'est la soirée ouais, spoil, et là, hein. tu dis, bon, ouais, bah, alors là, je peux pas faire autrement, vraiment. Et là, tu dis, bon, super, elle est guérie, donc la série est finie, quoi. Tu passes à autre chose. Et bah, là où Zidrou trouve quelque chose d'intéressant à faire, tu dis, non, mais c'est pas parce que t'es guéri que l'histoire, elle est finie. Parce que là, tu vas retrouver la vraie vie. Et quand t'as passé 9 ans, tu as 13 ans, t'arrives en 3e, direct, sans être jamais passé à l'école, en fait. Et tu dois t'intégrer. Et que tu as le crâne rasé en tant que jeune fille. Que y a les moqueries, enfin tout le problème que tu peux avoir de gamin de cet âge-là. Comment tu vas t'intégrer là-dedans, comment tu te retrouves à être emmerdé parce qu'en fait, en sport, quand tu arrives à la piscine, en fait, tu sais pas nager. Parce que tu n'as jamais vraiment eu l'occasion de... Il n'y a pas de piscine dans les hôpitaux. C'est dingue, hein. Elle sait pas faire de vélo non plus. Enfin, tu vois, des trucs vraiment là-dessus. Elle est un peu larguée sur toutes les matières, parce que même si elle a eu des cours à la maison, c'est pas pareil. Sauf en SVT, elle maîtrise. Une certaine... une certaine culture. Non, mais c'est vrai, hein, c'est dit dedans. Donc, mais oui, c'est le sujet. Elle a eu des profs non-stop. Hein. Et on va suivre un peu comment elle essaye de s'intégrer dans tout ça, malgré toutes les difficultés. C'est très intéressant de voir cette facette, de dire que la guérison, c'est pas que ne plus être malade, c'est un processus qui doit se continuer, parce que ça veut dire aussi s'intégrer dans la société, se réintégrer dans la société, surtout qu'elle a ses parents qui sont séparés, parce que forcément, bizarrement, un enfant sous leucémie, ça rend le couple fragile. Et enfin, j'ai trouvé ça pas mal. J'étais un petit peu déçu, parce qu'il y a un côté de... il essaie de faire une petite happy end sur le final que je trouve un petit peu facile. Mais c'est pas dramatique parce que tout ce qui est raconté, ça fait pas mal réfléchir et ça permet de penser à des choses auxquelles on n'avait pas pensé. En fait, tu dis, c'est bon, il est guéri le gamin, tout va bien. Et non, pas forcément. Voilà, Boule à zéro, le tome 11 qui s'appelle Le Grand Bain. Qui est plutôt pas mal. Il y a un tome 12 qui est prévu. Je pense que Zidrou va s'arrêter au bout d'un moment parce qu'il va peut-être pas pouvoir continuer à raconter ça non-stop. Dessiné par Ernst, dans un style très BD franco-belge à l'ancienne. Mais vraiment BD franco-belge à l'ancienne. Ça marche pas mal. Parfois, au niveau ergonomie des personnages, c'est un petit peu... Enfin, je sais pas, il y a des trucs que j'ai pas trouvé fantastiques. Mais le récit fait que ça compense les quelques faiblesses graphiques que j'ai pu voir. On n'est pas sur du dessin virtuose, on est sur des dessins efficaces qui fonctionnent et qui servent bien l'histoire. Voilà, si vous avez des questions, moi j'aime bien cette série. Pourquoi est-ce qu'il fallait aller jusque-là? Est-ce qu'on n'aurait pas pu s'arrêter avant? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je pense que c'est pas mal parce que je trouve que c'est des choses auxquelles on pense pas souvent en fait.
quand on pense guérison d'une maladie, c'est j'ai plus la maladie, c'est fini. La vie redevient normale. Et là, c'est pas le cas. Et je trouve que c'est bien. On reste sur une bande dessinée jeunesse, donc qui permet de traiter le sujet aussi pour les gamins qui se rendent pas forcément compte de ça, parce que j'étais malade, je suis guéri, et puis c'est comme si de rien n'était la plupart du temps. Là, c'est 9 ans, c'est une vie différente, et il va falloir du temps, je pense, avant que Zita arrive à retrouver une vie normale. Et tu suis aussi en parallèle, ça c'est important, les gamins qui ne sont pas sortis de l'hôpital. Et comment est-ce qu'ils réagissent à ça? Comment est-ce qu'ils le prennent? Parce qu'ils restent en contact. Avec les réseaux, etc., c'est possible. Mais le contact, tu sens qu'il y a un truc qui devient problématique, en fait. Parce qu'il y en a qui ne sortiront pas. Alors, je trouve que cette approche, elle est très intéressante. Pour moi, c'est pas un album de trop. Par contre, c'est un album où il aurait peut-être fallu connaître l'intention de l'auteur de manière plus claire derrière ça. Peut-être que ce soit défini par une préface, peut-être que ce soit défini par une numérotation de tomes, pas simplement un 11e tome. Faire une nouvelle série en tome 1. Tu vois, voilà, en Boule à zéro et après, tu vois, ça s'appelle déjà Boule à zéro plus. Donc, tu vois, il aurait fallu. Le plus, il est sur tous. Oui, mais c'est ce que je te dis, c'est que ça s'appelle déjà plus, donc il aurait fallu. Tu vois, mais je trouve que c'est très intéressant d'aller plus loin, d'aller au-delà de simplement la maladie, parce qu'effectivement, une fois qu'ils en sont sortis, what else? Et effectivement, comme tu le disais, le lien avec les enfants de toujours à l'hosto, ça crée aussi une fracture de ce point de vue-là. C'est pas simplement elle a un point d'accroche, j'ai l'impression, dans son ancien monde, et c'est l'accroche dans le nouveau qui se passe pas bien. C'est qu'elle a perdu l'accroche dans son ancien monde, parce qu'elle s'en est sortie, alors qu'à l'hosto, il y en a qui vont pas s'en sortir. Et pour autant, elle n'est pas intégrée non plus dans le nouveau monde. Et si elle va se plaindre de sa situation au gamin de l'hosto, mais de quoi tu te plains? Toi, t'es sauvé. Oui, c'est ça. Tu vois, je trouve que c'est très intéressant d'aborder ce sujet-là. Je sais pas comment ça a été traité, j'ai pas lu le bouquin. Oui, mais je trouve que c'est très intéressant d'aborder ce sujet-là. Et ce qui aurait été intéressant, c'était de connaître la position de l'auteur par rapport à ça et son intention. Je pense que l'idée, c'est aussi, parce que ils offrent pas mal de ces bouquins-là dans les hôpitaux. L'éditeur et l'auteur, ils le disent au début, il y a des dons des tomes. Et je pense que c'est peut-être aussi pour préparer les enfants qui vont être guéris un jour à sortir. Mais c'est ce que j'allais te dire, c'est que c'est compliqué parce que tu mets ça entre les mains d'un gamin qui est encore malade, tu lui rajoutes un caillou dans le sac à dos, quoi. Tu vois, il suffit pas que je me batte contre la maladie, parce que même le jour où j'ai vaincu la maladie, il va falloir en plus que je me batte à l'extérieur. Oui, mais c'est peut-être bien d'être préparé plutôt que d'avoir la surprise. Je suis bien d'accord. Maintenant, c'est compliqué d'en rajouter une couche, quoi. Donc voilà, Boule à zéro, tome 11, scénarisé par Zidrou, dessiné par Serge Ernst, colorisé par Louis-Laurent Carpentier chez Bambou pour 11,90 €. On continue avec Gung-Ho Tanaka, alors qui est numéroté 11, je crois, mais qui est un peu hors série. Il n'est pas numéroté, hein. Je l'avais trouvé numéroté quelque part sur un site. Ouais, sur un site, je crois, ouais. Alors 6 peut-être. Alors 6, je veux bien, déjà, mais 11... Bon, chez de Benjamin von Enkartsberg, au scénario, Shaiko au dessin et la couleur, chez Paquet pour 17,50 €. Alors, dans un futur blanc, futur blanc, ça c'était la première BD. Oui, mais justement, je fais un petit peu... On a déjà eu du Gung-Ho, donc dans un futur proche, la plaie blanche a presque complètement décimé l'humanité, qui désormais vit soit dans des villes enfermées, dans des secteurs de villes, ou dans des forts qui sont répartis, des forts qui sont à l'extérieur, dans la campagne, qui sont répartis justement pour permettre à l'humanité d'essayer de survivre. Dans les 5 premiers tomes, on avait déjà suivi les aventures de Archer et Zack, qui se retrouvaient à Fort Apache. Et dans ce Fort Apache, il y avait le personnage de Tanaka et Yuki. Tanaka, donc, qui est le personnage central de ce préquel, qui va nous expliquer, en fait, déjà au début, qui est Tanaka. Et du coup, nous montrer son parcours avant que la plaie blanche, les Reapers, arrivent. Comment est-ce qu'il est arrivé, justement, à tout le cheminement qu'il a eu besoin de faire pour arriver jusqu'à Fort Apache, c'est-à-dire au début de Gung-Ho, la série finale. Je trouve que voilà, c'est une manière qui est assez sympa, assez détournée de raconter finalement l'histoire et le préquel et comment nos personnages sont arrivés là, qu'est-ce qui les a construits, qu'est-ce qui fait que Tanaka aussi était un personnage qui était aussi dur dans le Gung-Ho, la série de base, quoi. La
Quadri c'est 4. Tétra. Tétra. La tétralogie. Alors, non, c'est dans le Penta. 5. Pentalogie. La pentatologie. Pentatologie. La patatologie. Et du coup, intéressant. Intéressant parce que, fait, effectivement, quand on avait lu Gungo au départ, on pensait pas qu'il y aurait de suite. Oui. Pas de préquel non plus. Donc, écoute, on a changé de dessinateur. C'est pas les mêmes que dans la série officielle. Justement, c'est pas compliqué de passer après Von Command. Alors, je pense que c'est compliqué de passer après Von Command, mais ça fonctionne. Moi, j'ai pas. Effectivement, il y a des différences, il y a des petites choses qui sont pas Ça a l'air très menées joli, de la même hein, manière, ça, mais c'est quand même très c'est un joli. style différent, quoi. C'est un style différent. C'est un style que je trouve des fois un peu plus manga dans le dessin. Il y a des choses il y a aussi un trait franco-belge, mais Ouais. il y a des petits moments où je trouve qu'il y avait des petites cases un peu manga. Et franchement, ça ne choque pas. Je vous révèle des trucs, là, du coup, je passe vite. Mais dans tous les cas, il va y avoir des choses qui sont vraiment cool dans ce Gungo Tanaka. C'est un bon préquel. Je ne sais pas s'ils en feront d'autres. Je n'ai pas vu de parution disponible là-dessus. Mais dans tous les cas, s'ils en font d'autres, c'est à voir. Ouais, c'est une façon de prolonger l'univers qui est plutôt Ouais. intéressante si tu as aimé l'univers. Ça reste pas indispensable, mais C'est pas indispensable, effectivement. Si tu as aimé la série, ça vaut le coup de compléter avec, quoi. Tout à fait. Ok. Bien, Gungo Tanaka de Van Eckartsberg et Sheiko chez Paquet pour 17,50 €. Ils sont un peu chers chez Paquet, j'ai l'impression aussi. Non, mais là encore, non, ça va, ils sont raisonnables. Parce qu'il y avait un moment, on avait discuté un problème de prix chez Paquet. Je sais pas si Non, tu mais en fait, je trouve que, enfin, si tu veux, on pourrait faire un œil sûr. On en reparlait. les tarifs de BD, mais. Les tarifs de BD, on est tous du même avis, on achète tous des BD ici. On se dit quand même que là, ça commence à être cher, les bandes dessinées. J'en parlais aujourd'hui à la BDerie et 38 € l'album de chez Atrabile. 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 Franchement, ça douille, quoi. 38 balles, quoi. Mais Eh oui. ouais. Et oui. The Walking Dead, Clémentine, scénarisé et dessiné par Tilly Walden. Clementine. Clémentine. Tu es Grisonné tu par es Cliff Rasburn, parce que C'est merveilleux. il grisonne, il ne colorie pas. Chez Delcourt pour 20,50 €. Tome 3, fin d'une trilogie. Clémentine est une jeune fille dans le monde de Walking Dead, donc il y a une invasion de zombies, les gens survivent comme ils peuvent, je résume, qui a commencé très jeune au moment de l'invasion, qui a fait ce qu'elle a pu pour s'en sortir, et qui est apparu dans les jeux vidéo The Telltale The Walking Dead, d'excellents jeux vidéo qui suivent le personnage de Clémentine. Là, on suit notre personnage qui s'est fait un groupe d'amis qu'elle a suivi et qui commence à arriver à l'âge adulte. C'est vraiment les débuts de l'âge adulte et de voir comment ce monde évolue. Donc elle a trouvé un endroit où elle est contente, elle a une petite amie, elle a un chat, elle est trouvée dans une ville du côté du Groenland plutôt tranquille où on s'en sort. Et puis elle est dans un endroit où on leur explique c'est bien sympa, mais maintenant on va peut-être aller à l'école parce qu'en fait vous savez pas compter, vous savez rien faire, hein, les gamins de 18 ans là presque, parce que c'est bien beau de savoir buter du zombie, mais à un moment donné il faut peut-être réussir à reconstruire la société. Combien de zombies tu as tué? Voilà, faut peut-être Tu savoir sais les pas faire compter. tes comptes. Voilà, et donc ils lisent mal, ils écrivent mal, enfin il y a tout ce côté qu'ils n'ont pas eu parce qu'ils c'était des survivants, et ils ont trouvé un environnement qui a l'air plutôt pas mal, même si tu vois qu'il est protégé par une femme qui dirige une caste de personnes qui gère la protection de la ville, et qu'il y a des conflits politiques entre sa façon de faire et les gens qui vivent en paix, en sécurité derrière. Et donc les moyens, jusqu'où on doit aller pour se protéger, etc. Sauf que la vie se rappelle à Clémentine, et que des fois, on ne sait pas pourquoi, il y a des gens qui meurent sans qu'ils soient mordus par un zombie, sans qu'il y ait de raisons spécifiques. Il n'y a pas que les zombies qui sont les méchants. Des fois, ça arrive, tu meurs. La vie, elle est méchante. Ouais, et là, t'imagines que la pauvre Clémentine ne comprend pas. Mais elle comprend pas. Il y avait pas de danger, tout allait bien, et il y a des gens qu'elle aime qui meurent. Et elle est un petit peu complètement larguée et commence à essayer de comprendre comment gérer cette problématique-là avec. Elle est prise complètement perdue. Elle a déjà perdu du monde, mais à chaque fois, c'était en lien avec les zombies, c'était à chaque fois en lien avec les dangers qu'elle a rencontrés. Et être confrontée à la mort dans sa forme la plus naturelle, j'ai envie de dire, même si elle peut être inattendue, elle sait pas faire.
Et là, elle va commencer à se rapprocher du groupe, à s'éloigner du groupe de jeunes qui réapprennent à étudier pour se rapprocher de ceux qui vont buter du zombie. Et se retrouver au milieu de ce conflit-là et à plus savoir trop quelle est sa place dans cette société et comment gérer. C'est une belle fin pour l'histoire du personnage que j'ai vu grandir comme ma fille dans le jeu vidéo au départ. Donc, Ta fille, elle sait lire et compter. et maintenant, ouais, je suis content qu'on ait pris ça. Voilà. Voilà, c'est un enfant que j'ai élevé quelque part en jouant. C'est une belle évolution. Je trouve que confier cette mini-série à une autrice indépendante, reconnue pour sa bande dessinée indépendante, c'est un risque que prenaient les auteurs parce qu'ils savaient, Kirkman, qu'elle allait pas faire du Walking Dead comme lui l'a fait. Que ça allait être autre chose, que ça allait être différent, que ça allait approcher des thématiques différentes. Et c'est vrai que ce côté de l'éducation dans un monde post-apocalyptique est très rarement traité. Et que je trouvais ça plutôt pas mal de dire, ouais, enfin c'est bon, vous avez survécu aux zombies, mais si on commence à reconstruire quelque chose... Est-ce que vous allez survivre à l'éducation nationale ? Voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle histoire. Le dessin est parfois pas évident. On a ce côté très indé, graphiquement, parfois un peu brouillon. Mais ça finit bien l'histoire et c'est un beau tome. Oui, Ça finit bien. oui, ça finit bien. Ça finit, c'est bien. Enfin, faut que je le lise parce que là, je l'ai pas lu celui-là, mais. C'est une belle fin. Enfin, c'est une belle fin pour l'histoire. Ouais, pour Clémentine. Ouais. Ok. Mais encore une fois, ça pue la merde encore pour les groupes qui essayent de survivre, quoi. Ouais, c'est... Comme dans tous les Walking Dead, quoi. Ah oui, oui, oui. Voilà. Mais tu as moins ce côté du... le groupe que tu crois qu'il est gentil, mais en fait, ils vont pas bien. Non, là, il y a des trucs qui vont pas bien, mais les justifications sont bonnes, entre guillemets. Ok. Putain déjà, nous dit Evelyne. Et oui, putain Eh oui, déjà, putain ça fait presque une heure qu'on parle. Hein. Alors, celui-là, C'est un bon titre, ça, putain, déjà. Non, on peut pas. Parce que celui-là, on se fait kicker. Ouais, puis on l'a déjà utilisé, peut-être, c'est possible. Non, je crois pas, parce qu'on n'a jamais mis de vulgarité. Ouais, ouais. On n'est jamais vulgaire. Très tendancieux, mais jamais vulgaire. Pied, toi et moi, on n'est jamais vulgaire. C'est vrai. C'est la place d'autres personnes. Oui, on a nos gens qui sont là pour ça. Notre Non, mais public. ça va aller, oui. Mais Pourquoi tu te sens concerné? Bah, attends, Non, excuse-moi. mais ça va aller, oui. Je parlais de Nao, bien sûr. Voilà. Hein, Caguette. Caguette. Les Illuminés, une bande dessinée de Laurent-Frédéric Bollet et Jean Dittard au scénario. Jean Dittard qui fait aussi le dessin et la couleur chez Delcourt Mirage pour 29,95 €. C'est à Evelyne. Alors, ma chère Evelyne, de quoi que ça nous parle que ça? Alors, c'est une bande dessinée historique et poétique qui est, bon, comme l'a dit Pierrick, qui a été réalisée par Jean Dittard pour le dessin et Laurent-Frédéric Bollet au scénario. Elle retrace entre 1872 et 1877 la vie et les rencontres de 3 poètes français, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine et Germaine Nouveau, qu'on connaît moins bien. Alors, le récit suit le manuscrit des Illuminations de Rimbaud, qui circule de main en main et qui influence les 3 protagonistes. Alors, cette BD est étonnante, elle est absolument magnifique. Elle offre une narration à plusieurs niveaux, en ayant recours à un code couleur qui guide le lecteur. Alors, chaque page est découpée en 2 ou 3 bandes horizontales, chacune colorisée en sépia, en brun, en vert absinthe ou en gris-bleu. On peut suivre en Le verre absinthe, c'est important. Le verre absinthe, c'est important. Un verre d'absinthe, c'est important. Oui. Tu la coupes, c'est pas bien. Alors, la coupe vraiment pas, parce que là, je la je la perturbe. Bon, du coup, le lecteur a le choix de suivre en parallèle 2 voire 3 destins concomitants. Donc, j'avoue avoir été assez déroutée par la lecture, par ce type de narration. Il m'a fallu un temps avant que je réalise ça. Les illustrations sont absolument magnifiques. Et puis, en me plongeant un petit peu sur la façon dont ça avait été réalisé, Jean Dittard, lui, a réalisé tous ses dessins en se plongeant dans les photos d'époque, dans des tableaux de l'époque. Il s'est même servi du film de la sortie des usines Les Frères Lumière. des Frères Lumière, oui, pour arriver à coller à cette période du 19e d'aussi près, quoi. Donc c'est absolument... il y a des clairs-obscurs, enfin...
Moi, je trouve cet album absolument magnifique. Voilà, et je vous le conseille. Ouais, alors j'ai le même ressenti que toi. C'est compliqué quand même au niveau de la lecture. Parce que tu passes ton temps à faire A, B, A, B, A, B, A, C, A, C, A, B, B, C, B, C. Waouh! Oui, tu as plusieurs récits en parallèle. Tu as plusieurs vraiment, récits et en c'est pas évident à parallèle. suivre. En fait, ça suit une ligne chronologique, mais de plusieurs lieux avec plusieurs personnages différents. Là où habituellement, tu vas être chapitré et tu fais des sauts temporels, mais tu as quand même l'histoire de la même personne qui est suivie pendant 3, 4 pages, 5 pages, 6 pages, puis tu passes à un autre endroit, etc. Là, toutes les pages vont traiter de tous les fils de narration différents. C'est très déroutant. Et moi, il y a eu plusieurs moments, ça fait un moment que je l'ai lu, mais tu vois, c'est resté marqué, où j'ai fait stop, je vais tourner les pages en faisant que le fil vert, je tourne les pages en faisant que le fil beige, et ainsi de suite. Et je gardais ma page et je faisais ma narration comme ça. Comme un livre dont on est le héros. Sauf que je tirais pas le dé là. Je plus. pense qu'au Ouais, sur un au livre. préalable, ce qui serait nécessaire d'avoir, c'est une certaine connaissance des 3 poètes en question. Ah bah pour le coup, pouvoir, il y en a 2 sur les 3 leur qui sont chemin connus, de mais le vie. 3e, clairement, Voilà. nouveau, qui est quand même presque le personnage central. Mais Bah, oui, presque, hein, puisque qui est le c'est personnage central. mais c'est- c'est voilà, lui c'est- qui garde pendant Mais 2 y a- ans y a pas de contexte. l'ouvrage. Il n'y a pas de mise en contexte des personnages, etc. Rien. T'es censé les connaître, quoi. Rien. Oui, un petit peu Il quand y a, même. il y a des passages. Le passage où Rimbaud a tiré, non, où Verlaine a tiré sur Rimbaud est évoqué. Mais c'est vrai qu'on n'est pas censé savoir la vie amoureuse de Rimbaud avec Oui, mais l'un, avec l'autre. Sauf que voilà, non, sauf que, enfin, je disais justement, c'est la mise en place au début. Tu arrives, Non, tu non. attaques cache-pistache, Oui, t'es oui, dedans. J'attaque quand la même. oui. piste. En fait, la seule mise en contexte, c'est quel est le lien de Germain Nouveau avec les autres Oui. protagonistes. C'est en ça que c'est le personnage central. Maintenant, les 2 autres sont ultra importants dans le récit, mais c'est vrai que tout est presque du point de vue de Germain Nouveau, en fait. C'est en tout cas le fil conducteur, ça reste lui, quoi. Pourquoi sur la couve ils font un selfie? C'est pas un peu hors contexte? Alors, tu sais quoi? Je trouve cette couverture géniale parce que justement, Ouais. elle est moderne de ce point de vue-là. C'est-à-dire que là, il soulève un verre parce que c'est des gros pochetrons, etc. Mais effectivement, tu prends exactement la même et tu remplaces ça par un iPhone, tu vois. Ça marche. La nouvelle drogue. La nouvelle vague, Mhm. ça marche du feu de Dieu, quoi. Ok, vous l'avez tous lu en fait. Oui. D'accord. Tu vois, en plus, vous l'aviez tous lu. On l'a même pas fait dans une émission. On t'attendait. Mais il faut vraiment, enfin, si on ne le lit pas à plusieurs reprises, il faut vraiment prendre le temps. Voilà. Parce qu'on est rapidement dérouté sinon. Ouais, c'est une narration qui est vraiment. Toi, Bah, déjà, en fait, t'as réussi toi c'est à une- suivre en c'est- parallèle ou... C'est une narration qu'il faut comprendre, déjà. Parce que là aussi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi, en fait, dans le truc. Donc, tu mets quelques pages à te dire, attends, là, oui, mais en fait, ok, d'accord, donc en haut, c'est une histoire, j'ai une couleur, ok, il faut suivre le code couleur. Mais au début, en fait, t'es vraiment... t'es lâché, on va dire, tout seul, et Livré à toi-même. livré à toi-même, il n'y a personne pour t'aider, quoi. Donc, mais, déjà, d'une part, pour le côté exploit, ça fonctionne. Graphiquement, il y a des choses qui... Je suis pas fan du dessin, mais il est beau. Même si j'en suis pas fan, je le trouve quand même très très beau. Cette idée de le faire comme ça, c'est splendide. Et la narration est quand même excellente, parce qu'elle te raconte quelque chose que tu ne connaissais pas, ou aujourd'hui tu connaissais les 2 personnages, mais tu connais pas tout en fait. Et je trouve que c'est quand même aussi un peu plus sympa pour Rimbaud que ce qu'on a vu récemment de lui. D'accord. Jean Dittard, c'est celui qui a aussi fait Les Sentiers d'Anna Huac, qu'on a feuilleté, qui est dans un style graphique qui n'a tellement rien à voir, ce mélange entre gravure chrétienne et dessin précolombien. Je sais pas, vous étiez tombé dessus à la BDRI, qui me faisait de l'œil. Apparemment, c'est quelqu'un qui change de style totalement, mais vraiment totalement, en fonction de ses projets, D'accord. et qui doit aimer beaucoup le côté expérimentation. En tout cas, c'est l'impression que ça donne dans... Bah, en tout cas, ouais, dans ce récit. mais il y a une belle réussite en tout cas. Ouais, là pour le coup, ça me donne envie. Moi, c'est le sujet qui me tentait pas, mais la narration, parce que c'est pas des sujets qui branchent spécifiquement, mais la narration m'intrigue vraiment pas mal. Et puis graphiquement, c'est génial. Parce que finalement, il n'y a qu'un fond qui est coloré. C'est comme une surcouche d'aquarelle qui est posée sur un crayonné ou un ancrage noir-gris, quoi. Tu vois. Donc, graphiquement, quand même, c'est une vraie réussite. Hein.
c'est une vraie réussite. Il y a un vrai travail sur les portraits, sur le clair-obscur, comme tu disais. C'est très très beau. Très très beau. Eh bien, c'était Les Illuminés de Jean Guittard et Jean-Frédéric Bollet. Chez Delcourt Mirage, qui a l'air un bel album. Un œil sur La Switch 2. Ouais. Ma vie avec la Switch 2. Ma vie avec la Switch 2. Donc, je me suis fait un caprice de vieux qui ne veut pas vieillir. De presque quinca. Ouais, c'est peut-être ma crise de quinca. De la quinquagénéité. Voilà, c'est une Switch 2. J'avais la Switch 1, j'y jouais plus trop, j'avoue. J'ai recommencé à jouer sur le PC. Mais c'est vrai que le PC, des fois, trouver la bonne config pour que ton jeu y tourne, que ça rame pas, etc. Que tu aies les beaux graphismes, que tu rajoutes un peu de RAM, c'est pas cher. Voilà, c'était un peu galère. Et la Switch 2 me faisait de l'œil parce que j'aimais beaucoup la façon. Enfin, j'aime bien aussi pouvoir jouer dans mon salon. Et la façon de jouer de la Switch 2, je la trouve agréable. Tu peux l'emmener en voyage, tu peux la brancher. Pour les jeux multi. Comme la Switch 1, en fait. Oui, comme la Switch 1, mais justement. Oui, sauf c'est une que. révolution. Graphiquement, la Switch 1 commençait clairement, techniquement, déjà, elle était un peu vieille. En fait, quand elle est sortie, elle était vieille. Voilà. Même s'il y a eu des exploits avec certains. Quand c'est bien programmé, tu arrives à faire des belles choses. Et la Switch 2, je me suis dit, ça va être pas mal. Maintenant, quel intérêt? Alors moi, je l'ai pris bien sûr avec le Mario Kart World parce que c'est Mario Kart. Mario Kart, c'est toujours un plaisir à jouer, qui n'apporte pas grand-chose qu'un petit monde ouvert avec des petits défis, des niveaux cool. C'est un bon Mario Kart, quoi. Mais c'est vrai que le précédent étant tellement chargé en niveaux, tu sais pas trop s'il est vraiment si intéressant que ça, même s'il apporte quelques bonnes idées. Et au niveau de l'approche, moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que déjà les manettes sont plus grandes. Naturel. Ça, c'était la tannée sur la première Switch. Hein. Ça, c'est plutôt pas mal. L'écran est plus grand, même si elle n'est pas en OLED. Le nouvel écran, quand tu le compares à celui de la première Switch, j'avais pas l'OLED de Switch. Il y a un progrès technique énorme. Et puis surtout, je pense que c'est une machine qui est très intéressante pour les gens qui n'avaient pas de PC ou de grosses consoles genre PS5, etc. Parce que en gros, ils commencent à sortir des jeux qui étaient dessus. Voilà, je veux dire, quand tu as le Cyberpunk qui sort dessus et qui tourne bien, c'est des jeux qui se vendent bien parce qu'il y a des gens qui n'ont eu que la Switch comme console, qui n'ont pas forcément de PC. Ça permet d'aller vers du back catalogue, entre guillemets, maintenant. Mais c'est la nouveauté pour les joueurs de Switch. Et ça, je trouve que ça marche pas mal. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais eu la grosse machine, les moyens d'investir dans une PS5 ou l'envie, et que vous aimez un peu les jeux, on va dire, grand public, multi, etc., c'est pas mal. Mais en fait, le vrai intérêt que j'y ai vu, c'est que j'ai relancé Zelda Breath of the Wild de zéro, parce que ça faisait 8 ans que j'y avais pas joué, que j'avais oublié comment jouer. Et ce qui te change totalement ta vie dans le jeu, c'est que non seulement il y a une édition un peu améliorée, augmentée du jeu, graphiquement, mais surtout, les temps de chargement n'ont plus rien à voir. Et ça change totalement ta façon de jouer. C'est-à-dire que quand tu dois aller d'un endroit à l'autre, te déporter dans tous les sens pour optimiser tes affaires, acheter des objets, pour optimiser ton stuff, etc. Quand tu as 40 temps de chargement parce que tu changes d'endroit... Alors techniquement, pourquoi? Tu sais ou pas? Ils ont changé de norme UFS, c'est quoi l'idée? Au niveau de la vitesse, déjà parce qu'il y a un traitement plus rapide des données de la console. Oui, mais après, tu as un goût d'étranglement quelque part. Et ensuite, ils ont amélioré la norme du stockage. Par exemple, tu ne peux pas mettre de la SD standard, il faut une SD un peu... C'est machin même, elle a un nom vraiment particulier. C'est une SD un peu costaud, si tu veux rajouter la SD dedans. Et oui, par contre, il y a du stockage aussi dedans, ce qui n'était beaucoup moins présent. Je crois que tu commences déjà avec du 128 Go contre 16 ou 32 dans la Switch 1. Voilà, ce qui fait que déjà... Voilà. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était pas mal vu, qu'on la trouve dans les 300 € en ce moment. Ça risque d'augmenter bientôt parce que, bien sûr, la crise de la RAM va finir par toucher sans doute la Switch un jour ou l'autre. Qu'on a eu la surprise d'avoir une baisse de prix parce qu'elle était plutôt à 350 € à sa sortie. Ils ont baissé le prix, ce qui est une sorte de chose étrange. Je pense à la PS5 qui, elle, a eu son prix augmenté 3 fois depuis sa sortie. Et ça reste une console agréable et qui a ce côté aussi familial sur plein de jeux qui est plutôt cool. Voilà. Franchement, ce que je dis, si vous avez un PC, une autre console ou quoi que ce soit, n'allez pas forcément encore sur la Switch. Il n'y a pas encore assez de jeux exclusifs
qui méritent de s'y mettre. Par contre, si vous êtes passé à côté de toute une génération de consoles, ça peut être l'occasion de vous lancer les Assassin's Creed, les Cyberpunk, qui apparemment, le Star Wars Outlaws, qui apparemment tournent très très bien dessus. Et parfois même les gens sont surpris de dire « Ah oui, non mais ça tourne étonnamment bien » parce que la Switch 2 reste une console pas si balèze que ça, même si elle est beaucoup plus balèze que la première. Petite question, je vais faire un peu mon emmerdeur. Si c'est à destination des enfants, parce que initialement, quand même, les consoles, c'était pour les enfants aussi, pas que pour les vieux cons que nous sommes, par rapport à une tablette sur laquelle aujourd'hui tu as accès à des dizaines et des dizaines de jeux gratos, sur laquelle tu peux mettre une manette en Bluetooth, sur laquelle potentiellement l'écran est plus grand, peut-être mieux défini, et pas forcément plus cher. Donc je fais exprès mon emmerdeur de service sur le sujet. Quelle est la plus-value d'une Switch 2, hormis le catalogue qui va s'étoffer, mais qui, à l'heure actuelle, tout le catalogue de la n'est pas Switch 1 aussi, qui est déjà énorme. hormis les titres spécifiques aux consoles, par rapport aux attentes d'un enfant de simplement jouer, et pas forcément avoir la marque Mario ou la marque Assassin's Creed ou je ne sais quoi, quelle est la valeur ajoutée, quoi ? La valeur ajoutée que je vois, moi, c'est l'ergonomie. C'est-à-dire que tu as la manette intégrée, tu as ce côté qui est pratique, tu as une bonne ergonomie là-dessus. Ça, c'est une valeur ajoutée. Et le côté qui se perd un peu justement sur les nouvelles grosses consoles, et que c'est la Switch un peu la dernière console qui favorise ça, c'est le jeu à plusieurs dans la même pièce. Qui reste un plaisir. Je veux dire, c'est quand même tellement sympa de voir la gueule du gars à qui tu as fracassé la tête sur un jeu. Ce côté du jeu vraiment où tu joues ensemble dans la même pièce, qui reste pour moi quelque chose de très sympa. Enfin, moi, je joue pas en ligne, ça me plaît pas. Ouais, non, mais par contre, moi, je pense que je sais pas si c'est un bon choix en fait de Nintendo de sortir en fait de son jeu justement familial, potes dans la même salle, tu vois. Parce que du coup, là, tu te retrouves sur des jeux qui sont individualistes et qui sortent en fait de ce que tu attendais normalement de Nintendo. Après, ça, c'est des éditeurs externes qui ont commencé à porter des jeux qu'ils avaient déjà. Nintendo. Ils ont sorti un Wii Sport, un Switch Sport. Tu vois, je te dis pas, c'est des éditeurs. Oui, mais en fait, c'est que est-ce que c'était la cible des personnes qui avaient d'abord la Switch ? Peut-être pas au moment où ils l'ont eu, mais maintenant ils ont grandi. Il y a peut-être aussi ça. Voilà, après tu vois les jeux que te sortent Nintendo, ça va être le Donkey Kong Bonanza qui paraît qu'il est sympa. Là, ils viennent de sortir le Mario Tennis Fever, qui est le jeu de tennis à la Nintendo qui je pense est bien pour déconner à jouer à du tennis où tu fais des super coups de la mort. Et ils ont fait du coup une nouvelle ressucée d'un truc de sport, d'un truc de avec plein de jeux différents. Non, ça, ou d'un truc de tout un tas de petits jeux, je sais plus comment ça s'appelait. Mario Party. Ouais, les Mario Party. Mario Party, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que beaucoup de jeux Switch, ils ont fait des upgrades. Il y a des upgrades qui sont gratos sur certains jeux, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté des nouvelles textures, etc. Et pour d'autres, il y a des upgrades payantes qui souvent rajoutent du contenu. Par exemple, il y a un Mario Party où ils ont rajouté toute une série de niveaux qui peuvent se jouer avec la caméra, parce que tu peux brancher une caméra dessus aussi. Avec une petite particularité, c'est que si ton téléphone peut être reconnu en tant que caméra USB, genre un pixel, tu peux le brancher dessus et ça marche, et t'es pas obligé d'acheter leur caméra très très chère de chez Nintendo. Et t'as une bien meilleure résolution. Voilà. Donc, il y a quelques astuces comme ça. Tu as ce côté... donc, ils ont rajouté des options. Il y a des jeux qui étaient déjà existants où ils ont rajouté tout un monde, toute une série de niveaux qui vont avec, et tu payes 10 € pour avoir la version upgradée, en fait. Et tout ton catalogue que tu avais sur ta Switch 1, tu as pu le transférer sur ta Switch 2. Il y a très peu de jeux qui sont pas compatibles, et la plupart des jeux qui sont pas... Alors, et ils en ajoutent. La plupart des jeux qui sont pas compatibles, ça va être des jeux qui vont demander, genre Nintendo Labo. Tu sais, celui où tu avais des trucs en carton que tu mettais dans la Switch, mais comme la Switch n'a pas la même taille, là forcément t'as pas la compatibilité. Tu vas avoir un jeu qui était plutôt rigolo, celui de sport là avec l'anneau, sauf que comme les manettes maintenant sont magnétiques, c'est un côté magique, les manettes magnétiques, j'avoue que c'est un petit bonheur de les clipser dessus. C'est une révolution. Non, mais c'est d'un point de vue ergonomique, c'est super plaisant. Apple ne l'avait jamais fait. Personne ne l'a jamais fait. Non, ça tient mieux que les trucs d'Apple. Oui, c'est le but, parce que les trucs d'Apple sont faits pour que ça se détache facilement. Tu as vu le rageux? Non, c'est pas du rageux, c'est pas le même objectif. Bon, excuse-moi, on va te faire parler. Donc, la prochaine fois, dans notre 1 œil sûr, nous parlerons donc de la crise de la RAM dans le secteur de l'aviron, parce que c'est important. Notre émission se termine. Il est con, merci à tous.
Merci à tous sur le chat, les gens qui ont eu le courage Attends, de nous j'ai fait le regarder. bouton pour dire au revoir. Regarde. Ah, tu préfères faire toi? Non, je fais le bouton et maintenant c'est le moment où tu dis au revoir. Ah, ok, mais j'ai commencé en fait. Ouais, je sais, c'est pour ça. Mais Bon, ben donc au revoir les gens, merci à vous de nous avoir écoutés. Donc c'était notre émission VRAC. Ou FRAC. VRAC. Voilà. What the frack. Tout passe comme ça. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous C'est tout retrouver passe, pas tout sur... passe. Pourquoi tu me donnes une feuille? Tu veux une autographe? Amitié, Eve, Mathieu. Voilà, hein, je t'attends ton petit autographe. Super. Ah là, tiens, ça me fait plaisir. J'ai pas mis la date, comme ça tu peux... Tu peux le revendre. Exactement. Donc vous pouvez nous suivre sur La Voix des Boules. .fr. .fr. Avec un U, pas de O. Pas de haut, bien sûr. Enfin, si, mais bon. Oui, Enfin, bon. on se comprend. On se comprend, voilà, effectivement, faut pas être... vous pouvez me suivre, moi, sur La Galerie de Mathieu. Promis, Sur Instagram. Sur Instagram, un de ces quatre, je vais y remettre des trucs. Vous avez le Discord de la team, qui est vraiment top désormais, parce qu'il y a plein de gens qui parlent, qui nous proposent des bandes dessinées, qui nous donnent leur avis sur des trucs qu'on n'a pas encore chroniqués, et qui, en plus, du coup, c'est des salauds, parce qu'ils nous donnent envie de lire des trucs qu'on n'avait pas prévus. Et déjà que ça nous coûte cher, putain. Oui, non, mais c'est-à-dire que même maintenant, quand les gens qui t'écoutent te font acheter des trucs, tu te dis, ah merde. Enfin bon, voilà. Merci à tous, au revoir, à bientôt. Passez un bon mois de février, un bon mois de mars. Et on se retrouve publié en bientôt. mars, Ciao, ciao, ciao. Bye bye. Très bientôt. Bye bye. Tu fais bien les sorties. Hein. Plus. Ouais, c'est pas mal en fait. Hein. Ouais, ça. T'es en vacances. Il était temps. On va prendre des livres au passage? Non, rien. Casse.